On va présenter en partenariat avec OVH ce qu'on a réalisé comme POC sur des serveurs ARM. Donc, je voulais juste vous faire voir qu'on a lancé la démo un peu avant parce qu'il faut savoir que le bootstrap du cluster sur un serveur comme ça, c'est un petit peu plus long. Même si on bootstrap que 3 nœuds et qu'on en rajoute 45 derrière, il faut un petit peu de temps de démarrage. La présentation d'avant a duré un peu plus longtemps, donc la majorité des nœuds est déjà démarrée. C'est juste... Voilà, le timing n'était pas forcément très bon. Donc OVH aujourd'hui sera représenté par Raphaël et Benjamin. Et on va vous parler donc de ARM, de pourquoi ARM et ce qu'on a réalisé tout simplement. Bon, je vais rester sur ce côté-là. On va aborder du coup 4 sujets qui sont la genèse du projet, le hardware véritablement qu'on utilise chez OVH, les différents frameworks de déploiement et les API YAST qu'on peut avoir chez OVH, et puis le résultat de la démo. Le résultat de la démo, il va se faire, donc vous avez déjà vu la première interface qui était une interface CLI qui permet juste de vérifier quand est-ce que le hardware est disponible avec l'OS dessus. Le résultat de l'installation du cluster OpenIO sera dans l'interface WebUI que Vladimir vous a présenté juste avant. Donc on va rentrer les 48 nœuds dedans et dès que les nœuds seront disponibles, ils seront ajoutés automatiquement au cluster. Donc la genèse du projet, ça se passe comment? C'est par rapport à la philosophie du produit de OpenIO SDS qu'on a mis en place, qu'on a voulu, qu'on a pensé. On voulait quelque chose d'extrêmement léger, d'extrêmement scalable. C'est pour ça qu'on a développé la conscience. Je pense que vous connaissez à peu près le principe. On ne fait pas de rebalancing quand on rajoute un nœud. On l'ajoute, il est directement mis dans le flux. C'est pas prédéterminé. La donnée ne va pas. On n'a pas on n'a pas de ring avec des clés qui seront distribuées automatiquement sur tous les serveurs disponibles. On ajoute la donnée sur le nœud le plus disponible de la plateforme, celui qui est le plus présent, celui qui a le plus de ressources, quoi. On n'a pas non plus de communication, on a très peu de communication entre les nœuds, donc ce qui fait que quand on utilise un nœud, les autres sont complètement disponibles. Donc quand on part de ce constat-là, on se dit, c'est intéressant, on va déployer ça sur des grosses machines x86 avec des pétas de données de disques à l'intérieur de ces machines-là. On va pouvoir scale au niveau du châssis. Alors des disques, si on a 48 disques ou 96 disques à l'intérieur d'un châssis, généralement on essaye de les utiliser tous. On achète rarement un châssis pour mettre un disque alors qu'on a la possibilité d'en mettre 40. Même si on pourrait éventuellement le faire et puis scale au niveau du disque. Bon, le problème c'est quand on perd un châssis complet, on va avoir tendance avec des disques de 10 Tera à perdre un péta de données directement, et quand il faut rebuild, c'est un petit peu long et un petit peu impactant. Donc là, le hardware, pour moi, limite un petit peu la philosophie, et on ne peut pas utiliser OpenIO complètement au niveau du disque, réellement, ce qu'on a mis en place dans la logique de la solution. Donc la question, c'était quel type de hardware peut-on utiliser pour aller au bout de ce qu'on veut avoir en termes de flexibilité. On s'est posé la question et on s'est dit qu'ARM c'était quand même pas mal parce que c'est relativement peu coûteux. Alors attention, peu coûteux, ça ne veut pas dire que c'est pourri non plus, hein. Ça veut dire qu'éventuellement on peut l'intégrer de façon pas terrible parce que ça coûte pas cher, mais c'est quand même relativement fiable, tout dépend de l'implémentation. Ça consomme pas énormément, ça chauffe pas beaucoup et on a quand même assez de ressources pour pouvoir faire tourner la majorité des projets qu'on a envie de faire tourner dessus. C'est là où on peut envisager d'avoir directement une carte mère avec un processeur ARM par disque et ne plus avoir une carte mère pour gérer 90 disques. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir moins de puissance, moins de ressources, mais suffisamment pour gérer un disque. Ça coûte moins cher qu'une carte normale, c'est plus embarquable, c'est plus adapté. Donc on peut scale véritablement au niveau du disque. On réduit le failure domain de façon drastique. On perd une carte mère, on perd un disque. On met 10 pétas, un disque de 10 pétas, on perd 10 pétas et pas 96 fois 10 pétas. Le step d'après, c'était de se dire... Pardon ? Ah.
Quand j'ai parlé? Ah oui, peut-être. Le truc d'après, c'est de trouver quelque chose d'assez flexible pour pouvoir déployer ce genre de nœud, parce qu'effectivement, si on veut scale très fort, scale avec un châssis qui contient 96 disques de 10 Tera, on ne le fait pas tous les jours. Par contre, quand on veut rajouter juste un disque de 10 Tera, et quand on commence à atteindre une certaine masse critique, il faut pouvoir déployer beaucoup de serveurs très rapidement. Ça tombe bien, la solution permet d'intégrer les nouveaux nodes facilement et sans impact du tout sur la production. Pas de rebalance, etc. Et c'est là où, en fait, OVH intervient dans notre POC avec son API sur son infrastructure as a service, dont Benjamin va vous parler en quelques key facts. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Maxime, effectivement, l'intérêt, c'était de pouvoir bénéficier d'un système de livraison rapide, et on le verra un peu plus en détail à la suite de la présentation, mais quelles sont les fonctionnalités de l'API d'OVH qui permettent finalement à OpenIO de réinstaller rapidement leur cluster composé des différents modules ARM. En quelques mots, aujourd'hui, l'installeur permet de gérer environ 130 OS sur les différentes plateformes techniques. On s'est doté depuis quelques années d'une plateforme de build automatique qui nous permet d'être beaucoup plus réactifs à la sortie de nouvelles OS quand ils sont disponibles. On a aujourd'hui une plateforme de déploiement en fait, de nos OS qui est scalable quasiment à l'infini, qui permet vraiment à vous, utilisateurs, d'être en mesure de réinstaller vos différentes plateformes techniques très rapidement quand les OS sont disponibles chez nous. Et aujourd'hui, en moyenne, on passe dans le système environ 500 réinstallations. Donc, je ne parle pas de build, de template pour les préparer, les mettre à disposition, mais vous, en tant que client, vous nous passez aujourd'hui 500 réinstallations en moyenne à la journée. Alors, parfois c'est plus, parfois c'est un peu moins. Donc en fait, je vous ai fait voir tout à l'heure la démo, la résultante de l'install via l'API OVH. La démo est simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un process d'installation qui va aller faire des hits sur l'API de OVH, qui va aller instancier des machines, du bare metal avec des processeurs ARM, qui va installer un OS dessus. Et une fois que ça c'est fait, quand on a au moins 3 nœuds disponibles, parce que c'est le minimum pour pouvoir déployer un cluster OpenIO de façon secure, on va lancer un bootstrap du cluster et agréger ces nœuds. On va agréger ces nœuds et au fur et à mesure de la disponibilité des prochains nœuds, on va monter un cluster OpenIO directement qui sera accessible via un seul endpoint en fait, et on aura agrégé 48 nœuds comme ça normalement à la fin de la présentation. Donc je vais juste lancer l'interface. Ah oui, c'était pour le split, ça marche pas. Je vais juste lancer l'interface dans laquelle normalement devraient apparaître nos nœuds OpenIO pour qu'on puisse avoir un petit peu un statut. C'est mieux de créer le. Donc normalement les nœuds vont pouvoir venir s'enregistrer ici dès qu'ils seront disponibles. Juste regarder l'état. Ok. On va relancer la presse. Désolé, hein, on n'a qu'un écran, donc c'est un peu compliqué. Je vais laisser tu parles du hardware ? Donc ouais, je vais laisser Benjamin parler du hardware véritablement plus en détail en ce qui concerne l'ARM et les châssis plus particuliers qui sont utilisés chez OVH. Donc la solution qui a été utilisée est un produit qui est disponible sur ce UStart. Ce sont des serveurs de backup à base d'architecture ARM. On a travaillé avec un fournisseur pour l'obtention des bornes. Et ensuite, on a travaillé comme on a l'habitude de faire, à savoir, on est venu fabriquer globalement tout le châssis en agrégeant les différents modules, cartes, dans des racks maison. Donc la solution est composée en fait d'une board qui va être véritablement un switch interne de notre rack, sur lequel on vient enficher des backplanes avec les modules et les différents modules ARM. On a par rack 24 modules,
sur lesquels on peut venir en fichier un disque dur de taille variable. Aujourd'hui, on propose des tailles de 2 Tera, 4 et 6 Tera. Chaque board est ensuite remonté sur un équipement réseau à base de 4 uplink de 4 fois 10G. Et ensuite, on a une petite interface d'administration qui permet nous d'administrer les boards. Chaque module en fait est un dual-core Cortex A9 ARM V7, 1 Go de fréquence, on a 2 Go disponibles de RAM. Et ce qui est intéressant sont les ports réseau qui ont la particularité en fait d'avoir une connexion de 2,5 Go. On le verra ici. Donc, si vous avez déjà pu utiliser le produit, on tient à le préciser, mais il y a quelque chose qui fait dans le driver Linux qui aujourd'hui, quand on exécute un ETH tool, on ne voit pas la capacité de 2,5 Go, mais elle est pourtant bien là et disponible. Ici, on a présenté rapidement un petit hyperf qu'on faisait tourner sur le module. Donc, on peut voir qu'on n'atteint pas totalement la vitesse des 2,5 Go théoriques, mais on est bien au-delà du giga. Je vais passer la parole à Raphaël. Ouais, ok. Donc, bonjour. Maintenant, on va passer en revue la manière dont on installe les serveurs chez OVH. Donc, d'abord, d'un point de vue, on va dire, plus interne, et ensuite, pour détailler la manière dont les clients peuvent en profiter et personnaliser leurs installs. Donc, en fait, les grandes étapes d'une install d'un bare metal, c'est les suivantes. Pour ceux qui connaissent par exemple OpenStack Ironic, c'est un peu les grandes étapes qu'on va retrouver. Il va falloir commencer par booter sur un live. Donc nous on l'appelle un rescue. Par exemple, Ironic, eux, ils chargent tout en RAM et ils vont utiliser un Core OS. Enfin, du moins par défaut, on peut construire l'image qu'on veut, mais il nous incite à construire un Core OS. Nous, chez nous, c'est un système qu'on va monter par le réseau en UnionFS de manière à ce que ce qu'on monte en NFS soit read-only et derrière, ce qu'on écrit soit fusionné, les changements qu'on écrit soient persistés en RAM. Donc ça permet d'avoir un live read-write et donc d'installer à la volée des outils si on en a besoin. Donc à partir de ce live system qu'on propose aussi aux clients et qu'on utilise pour nos réinstalls, on commence par construire une couche le partitionnement que le client nous a demandé. On le monte, on extrait l'image dedans. On la rend bootable, donc là c'est qu'une ligne, mais en fait c'est la partie qui est assez complexe chez nous parce qu'on a un parc assez divers, donc suivant les types de serveurs qu'on va avoir devant nous, le rendre bootable, ça va être différent. Donc dans le cas de l'ARM, on y reviendra, et il s'agit de piloter le firmware, donc le firmware, on utilise U-Boot pour booter, et donc il s'agit de customiser ce firmware-là. Donc ensuite, on reboot sur le système et on finit la personnalisation du système que le client a demandé. Donc comme on voit, donc les outils dont on a besoin, c'est un live system, donc il faut qu'il soit adapté pour l'ARM, des images de base et des scripts pour piloter la config TFTP, puisqu'on voit sur le slide précédent qu'on a besoin, dans un premier temps, de booter sur le réseau, le boot on rescue, et ensuite de rebooter sur le système, donc d'avoir un moyen de rebooter localement. Donc ouais, ça c'était une aparté sur la manière dont on construit nos images. Donc dans le cas particulier de l'ARM, on le fait en 2 étapes. On utilise de la cross-compile pour nos images de base. Après, on voit les limitations rapides de système dès qu'on doit installer des paquets un peu plus avancés, donc type DKMS ou choses comme ça, où le fait de cross-ch-router dans le système qu'on essaie de construire, il va essayer de construire les modules du kernel courant. Donc ça peut poser des problèmes. Donc pour nos images avancées, on ne s'embête pas, on construit directement nos images sur la cible finale en fait. Sinon on pourrait utiliser, au lieu d'utiliser du chroot, et on pourrait directement utiliser QEMU.
c'est pas ce qu'on fait. Donc ouais, pour booter sur le disque dur, on a itéré. La première version qu'on avait, en fait, c'était plus c'était du netboot, c'est-à-dire que le kernel, on le chargeait depuis le réseau, et le RAM disk également. Et ensuite, le système de base, on le récupérait sur le disque local. Le problème avec ça, c'est que du coup, le client, s'il a besoin de construire un module lié à sa version de kernel, nous, de notre côté, dès qu'on va faire une upgrade, il n'aura pas la garantie qu'au reboot, son software il marchera toujours. Il faudra qu'il rebuild son module par rapport à la version qu'on aura mise à jour. Donc, derrière, on a mis à jour notre U-boot de manière à être capable, en fait, comme un bootloader classique type Grub, de manière à ce qu'il soit capable d'aller scanner le file system et retrouver son kernel pour le charger directement depuis le disque local. Donc ça, c'est la deuxième version, celle qu'on utilise actuellement sur nos installs. Et pour être capable de booter sur le disque à la volée, on est obligé d'aller éditer et persister des variables directement dans le firmware U-boot pour lui dire où aller trouver son kernel. Donc en fait, ce qui va varier, c'est typiquement ça, suivant le partitionnement client, cet index ici. Et donc ce qu'il est important de voir, c'est qu'à aucun moment, on commence toujours par chaîner sur le réseau, parce qu'à aucun moment on doit perdre le boot sur le rescue. C'est des problématiques qu'on peut rencontrer sur d'autres cartes mères qu'on a chez nous, par exemple, où justement c'est important de garder le boot sur le réseau et de ne pas casser le boot order, en fait. Donc là maintenant, j'ai présenté l'install d'une manière un petit peu à l'intérieur, comment on fait. Donc maintenant, on va voir comment les clients peuvent l'utiliser pour réinstaller leur serveur. Pour continuer dans la collaboration avec OpenIO, l'idée était d'utiliser en tant que client les fonctionnalités de l'API de base qui sont disponibles pas nécessairement que et spécifiquement pour OpenIO et l'ARM, mais pour tout le bare metal chez OVH. L'API permet facilement de créer pour un client un template d'installation. Donc on en a fabriqué un spécifiquement pour lancer les réinstallations complètes des 48 modules pour le cas d'usage d'OpenIO. Donc ici, voilà, on a un petit call assez simple sur lequel on vient spécifier le template fourni par OVH de base qu'on va pouvoir customiser en fonction de ses besoins. Donc ici, le premier post permet de créer le template qu'on a appelé OpenIO. On va venir lui définir un schéma de partitionnement qu'on a appelé aussi également OpenIO. On retrouve ici la liste des templates de partitionnement disponibles, le default ou celui qu'on va créer pour OpenIO. Là, très facilement, on va venir créer une première partition, une slash, voilà, de 8 Go. Une autre slash, une autre partie en XFS, var lib oio. Par l'intermédiaire de ce petit call get, on voit ce qu'il y a à disposition et ce qu'on a créé préalablement. Alors on passera le SSH key, mais ici en fait on peut venir aussi assez facilement customiser les templates en venant préciser une clé SSH à utiliser pour l'installation qui elle-même peut être déclarée à travers l'API pour faciliter la connexion et l'administration des serveurs après l'installation. On a deux lignes qui sont assez intéressantes, c'est le post-installation scripting qui permet en fait de venir, vous en tant qu'utilisateur, chaîner un script de post-installation à dérouler après que notre système d'installation ait fait son travail. Et enfin, le call final qui permet en lui-même de lancer la réinstallation sur une des machines en venant lui spécifier un template name. Dans notre cas d'usage, on est venu lancer là tout à l'heure avec Maxime le call sur les 48 modules en demandant de réinstaller les modules avec le template OpenIO.
le petit call de monitoring qu'on vous présente ici, en fait, c'est sur ce call qu'on a basé le petit poller qu'on vous a montré en début de démonstration. Donc, globalement, ce call, en passant le serveur dédié chez nous, en fait, permet d'avoir l'état d'avancement des tâches de réinstallation. Donc, finalement, le petit dashboard qu'on s'est fabriqué pour la présentation peut être facilement réalisé par le commun des mortels, par les calls simples de l'API. Il n'y avait vraiment aucune spécificité. Voilà. Le slide question arrive un peu vite peut-être, mais même si vous en avez, vous n'hésitez pas. On va juste faire une passe sur ce qui a été déployé. Malheureusement, on a 2 nœuds. C'est les aléas du direct, sans doute. On a parlé de l'API. Nous, de notre côté, comme vous pouvez le voir, pour les initier un petit peu, on utilise Ansible et des rôles Ansible pour déployer l'application OpenIO. Je vais vous dire, cette démo, je l'ai runée au moins 50 fois. Et il faut que ça arrive maintenant. Bon, bah, c'est toujours comme ça. On connaît bien les lois qui régissent le truc. Il y en a un qui est coincé ici. Là. Ça, c'est toi, Vlad. Non, bon, c'est pas dramatique. Sachez que faire ça sur 48 nœuds, on peut le faire de façon extrêmement rapide, extrêmement flexible et déployer tout un parc de machines très rapidement. La plupart du temps, ça marche, je vous l'assure. Et c'est valable pas que pour l'ARM, mais l'ARM, c'est un petit plus et qui est quand même très bien intégré chez OVH. Maintenant, on va passer sur le slide question, si vous en avez. Je ne sais pas. Alors, vous pouvez aller voir sur le site OpenIO, on a release un cahier de test, un cahier de bench qu'on a un petit peu réarrangé, mais un cahier de bench qu'on a partagé avec OVH sur leurs 48 machines avec différents protocoles de bench en écriture et en lecture et différents nodes. En fait, on a fait des évolutions du cluster de 12 à 24, 12, 24, 36, 48 nodes pour voir les évolutions des perfs en fonction du nombre de nodes qu'on peut avoir à l'intérieur du cluster. Je vous laisse aller éventuellement. Bon, je peux éventuellement aller le voir. Je pense qu'Enrico l'a publié hier. On a un petit prospectus qui est disponible ici et qui reprend. Pourquoi mon écran est. Ça a été tweeté ce matin. Il doit être dans le blog, non? Non, je sais pas. Ouais. Bon, ça doit être sur le Twitter OpenIO si vous voulez aller voir. Il y a le lien et effectivement, c'est le cahier de bench sur les ARM, sur le POC ARM qu'on a monté avec OVH. Pour tout vous dire, j'étais vraiment surpris des performances qu'on pouvait envoyer avec des petits modules comme ça. On parlait du fait que c'était vraiment pratique pour faire du backup, de stocker de la donnée sur de l'ARM, enfin d'utiliser de l'ARM pour gérer les nœuds de stockage. On peut même faire plus en fait, au vu des performances qui peuvent sortir. D'autres questions? Sur ce qui n'a pas marché là. Là, on a fait de la réplication x3. Sur les benches, c'est de l'erasure coding 6+3. Normalement, tout a été expliqué. Le protocole de bench est expliqué. Les outils qu'on a utilisés pour faire les benches sont également cités et détaillés. Donc, c'est avec du 6+3 qu'on a fait les tests. Ouais. Et si vous faites de l'erasure coding, qui fait l'erasure coding? Vous avez une gateway? Effectivement. Non, ouais, on a 2 gateways x86 qui font injecteur en même temps. Donc elles font injecteur et elles font gateway Swift. Et on a benché en Swift. Pas en API OpenIO native, ni en S3, mais en Swift. Ouais. Elles tenaient directement sur les machines ARM. Tout le reste du core system tourne sur les ARM. Donc les méta 1, méta 2, méta 0, je pense que tu connais celui. Sur le cluster de 48 nœuds, sur celui-là, on a 3 méta 0, 3 méta 1.
Sur celui de bench, je me souviens plus exactement. Tu te souviens, Romain, le nombre? Donc voilà, 3 méta 0 et quand on a 48 nodes, 48 méta. Ouais, il y a les prospectus qui sont disponibles avec un récapitulatif sur, pas sur tous les benches parce que c'est un recto verso rapide, mais sur l'évolution des performances en fonction du nombre de nodes, qui est relativement intéressant. Plus de questions? Vous n'avez pas de flash sur les cartes, donc les métadonnées sont stockées sur disque. Les métadonnées sont stockées sur les disques SATA, oui. Les disques qui sont utilisés pour les benches, c'était des 2 Tera. Je ne sais pas s'il y a de la eMMC sur les boards, je ne pense pas, mais en tout cas tout était dessus, le système, donc on avait une partition slash, exactement la même configuration, une partition slash de 8 Go et tout le reste alloué pour OpenIO, pour tous les services en fait. Donc tous les méta, toutes les data également. Voilà. Je vais aller débugger le truc, je pense. Bon, merci de votre attention et puis bonne fin de journée.